Je vais vous dire, il y a les maladies infectieuses, contagieuses, dans le passé, on les très bien, à Marseille, on traitait ça par la quarantaine. Mais c'était plutôt au 15e, 16e siècle. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille, et je vous assure que ça n'a pas marché. Si vous voulez en avoir une idée, il y a un très beau livre qui s'appelle Le Hussard sur le toit, de Giono, qui raconte comment la contention du choléra à Marseille a marché, et vous verrez que la contention, pourtant, les carabiniers étaient plus méchants à l'époque que ce qu'ils sont maintenant. Donc, à l'époque actuelle, on doit faire autre chose. Et ce que l'on doit faire en maladie infectieuse, c'est diagnostiquer, traiter. C'est comme ça pour tout. Moi qui suis plus ancien, je ne regrette pas parce que je vous dis, ça a un intérêt pour l'expérience. Je me souviens d'avoir été là au tout début de la vague du sida, où nous avions terreur terrible. Les radiologues ne voulaient pas faire les radios, les hématologues ne voulaient pas faire l'hémogramme. Les gens disaient qu'il fallait faire des sanatoriums pour isoler les patients. Il y avait des gens, aux États-Unis, ont été pris des mesures de visa pour interdire aux gens qui étaient séropositifs de rentrer aux États-Unis. Donc il y avait une terreur de la contagion. Et comment a été maîtrisé le sida? C'est ni par le vaccin, ni par les modèles mathématiques, c'est la charge virale, le traitement. On regarde avec le traitement que la charge virale diminue, et quand elle est en dessous d'un certain seuil, les gens sont plus contagieux et sont plus malades. Et donc c'est un modèle qui est le modèle de la fin du XXe et du XXIe siècle, et c'est ce modèle-là qu'il faut mettre en place. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Première diapositive. Mais vous voyez, dans cette stratégie qui est on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire, ceux qui courent le plus vite dans le monde, c'est plus les mêmes. On l'a dit, on est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'Extrême-Orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par million d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire, la question c'est l'organisation de ça. C'est pas la technique, c'est pas la capacité diagnostique, parce qu'on a des capacités diagnostiques de PCR pour toutes sortes de raisons partout. C'est un choix technique, c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations, en particulier des Coréens, qui font partie avec les Chinois de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie en faisant ça, dépistage, traitement. Diapositive suivante. Mais vous, là-dedans, vous constituez une exception parce qu'on a testé, nous, vous voyez que donc tout le monde n'a pas tout collecté, on a fait 8000 PCR. Nous, on n'est pas du tout en retard. On fait 8000 PCR, c'est énorme. Vous voyez que dedans, on a fait les rapatriés. C'est moi qui ai proposé de faire les rapatriés pour ne pas les laisser comme dans le paquebot des Japonais, tous enfermés sans savoir qui était positif, négatif, pour voir si c'était vraiment transmissible. Donc, et c'est vraiment transmissible, mais si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité. Pourtant, c'est un vrai modèle expérimental. On les a foutus dans une cage, on a mis quelques-uns qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés, et donc ça ne tue pas tellement. D'accord ? D'abord, la proportion de morts est inférieure ou aux alentours de 1% chez les sujets très âgés et très à risque. Donc, ça doit vous ramener aux proportions des gens infectés. Donc, ça doit vous ramener à une idée des proportions chez les sujets extrêmement à risque de la mortalité. D'accord ? Mais si vous testez que les gens qui sont en réa, ça donne l'impression que la mortalité est beaucoup plus importante. Donc, il faut faire attention à l'échantillonnage de ce que vous testez. Si vous testez tous les gens, si vous testez tous les gens malades, ou si vous testez que ceux qui vont mourir, alors bien entendu, si vous testez que les morts, alors 100% de mortalité. Donc il y a un biais, c'est toujours d'ailleurs comme ça que commencent les nouvelles maladies, on teste que les morts, donc il y a 100% de mortalité, mais petit à petit ça diminue. Donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'est vraiment la mortalité, vous regardez une bonne source d'informations, c'est South China Morning Post, vous cochez Coronavirus State, et vous regardez combien il y a de morts dans le monde, combien il y en a par pays, et combien il y a de cas par pays. Et vous verrez les pays
pour lequel on a des données correctes, c'est la Corée, sur lequel il y a moins de 20% encore, et c'est le Diamond Creek, sur lequel vous verrez, voilà, la population exposée, c'était 3000, le nombre de cas, ça a été 700 qui ont été infectés, le nombre de morts, c'est 8 cas. Donc vous regarderez ça, et ça vous donnera une idée de ce qu'est la relativité, la fréquence de l'incidence réelle et la mortalité. Donc ici, nous, on a d'abord testé les rapatriés, ensuite les cas suspects. Parmi ces cas suspects, on a fait 6000 tests, je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez, je mets le feu, ça suit, je suis sidéré, bravo, je vous renouvelle mes félicitations. On a eu 311 positifs, donc vous voyez les cas, et puis on a testé rétrospectivement pour savoir s'il y avait des gens qui étaient morts dans les années précédentes avec ça. On a testé nos cohortes au Sénégal, on a testé les cohortes de gens qui sont les voyageurs, les cohortes de gens qui viennent de la Mecque pour savoir si on avait, on n'a pas trouvé ailleurs. Donc on n'a pas l'impression qu'il était positif au total, donc sur 15 853 tests, vous voyez, à 311 tests. Donc on est capable, on a les capacités, si on veut, dans ce pays comme n'importe où, de faire des milliers de tests et de tester tous les gens. La diapo suivante, vous voyez le nombre cumulé de tests, le nombre de positifs. Une chose très importante qui m'a été demandée par le ministère de la Santé, et qu'on est les seuls bien sûr à pouvoir fournir comme data, c'est quel est le pourcentage de positifs parmi les testés. Vous voyez, vous avez ça à l'évolution, et la suivante, avec un peu de chance, allez-y. Voilà. Par tranche d'âge, est-ce que les petits sont contagieux? Est-ce que vos gosses risquent quelque chose? Pour ceux qui ont des enfants petits. Ou les petits-enfants, pour les plus anciens, comme moi. Normalement, habituellement, c'est pour ça que les modèles ne marchent jamais, parce qu'on se réfère à des choses qui existaient et qu'on connaît. Dans la grippe, par exemple, ce sont les petits, au moment du début de l'âge social, c'est-à-dire 2 ans, qui attrapent les virus et ils ont des charges virales, c'est-à-dire des nombres de virus beaucoup plus importants que les sujets âgés. Donc c'est pas les sujets, c'est les sujets âgés qui sont malades, mais c'est pas eux qui sont très contagieux, c'est les tout petits qui sont très contagieux. Mais là, on ne savait pas. Et la réponse, pour l'instant, avec nos données, mais je ne crois pas qu'il y ait que ce soit qu'il y ait des données contradictoires, c'est que ce n'est pas vrai. Donc les petits ne sont pas très porteurs. Vous voyez, la proportion de porteurs chez les enfants est très faible. Jusqu'à 5 ans, de 0 à 1, c'est 0. Juste de 1 à 5 ans, c'est 1,1. Vous voyez, de 5 à 10, c'est 3,6. Jusqu'à 15 ans, la proportion de ceux qui sont positifs est faible. Et vous voyez que c'est après 18 ans qu'on commence à avoir 2 fois plus de cas positifs. Donc l'idée que c'est les petits qui, là, comme dans d'autres épidémies d'infection virale, vont être les vecteurs de la maladie n'est pas confirmée pour cette maladie. Ce qu'on ne savait pas il y a une semaine. C'est maintenant qu'on a les données qu'on peut les analyser. Donc il faut changer notre manière de penser. Et c'est pour ça que les gens qui font des modèles sur des maladies qui n'existent pas encore sont farfelus. Voilà. La suivante. Alors, et d'ailleurs, bien entendu, c'est les Chinois, ça irrite beaucoup les Parisiens que ce soit les Chinois. Mais n'empêche que c'est les Chinois qui font la science actuellement pour les virus, en particulier pour celle-là. Donc vient de sortir un papier, vous voyez, le 9 mars, dans le Lancet, qui montre que il y a une chose qui est très très importante dans cette étude rétrospective, extrêmement importante, c'est que, bien entendu, les risques facteurs sont l'âge âgé, et des éléments de score clinique et biologique que l'on peut tester, bien entendu le fait d'avoir des pathologies associées, et le fait que la longueur de la, souvenez-vous de ça, parce que c'est de ça dont je vais vous parler, la longueur du portage viral est un élément essentiel pour tenter de contrôler cette maladie. C'est-à-dire que les gens qui portent le virus, vous voyez, là on parle de 191 patients, hein, quand les gens qui portent ce virus montrent qu'ils portent le virus pendant, en moyenne, 20 jours, si vous ne les traitez pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un commence à avoir ce virus, il est contagieux pendant 20 jours. D'accord ? Ça, c'est si vous ne le traitez pas. D'accord ? Donc c'est pas... Donc vous voyez les gens qui ont inventé la quatorzaine, parce que, je ne sais pas, peut-être c'est l'inversion de la quarantaine, enfin je sais pas quel est le rationnel derrière la quatorzaine, avant c'est la quarantaine, les 40, c'est trop jours, on va mettre 14, ça n'a pas de sens. Ceux qu'il faut isoler, c'est les gens qui sont porteurs, et ceux qu'il ne faut pas isoler, c'est les gens qui ne sont pas porteurs. Donc si vous voulez, c'est de la biologie moderne. Hein. Si vous voulez faire de l'isolement, il faut faire de l'isolement moléculaire. C'est comme ça qu'on fait la différence. Donc ça, c'est un point très très important, ça vient de sortir dans Lancet. Le suivant. Donc nous, bien sûr, vous le savez, on a mis la pression sur les gens qui ont fait la PCR, mais bien entendu, ceux qui font la culture ne vont pas échapper
à la pression qui a été mise. Sur Bernard, qui après 3 grognements, s'est mis vraiment à isoler et il a aussi casse la baraque, c'est-à-dire qu'il est maintenant à 143 souches isolées, différentes, de patients ici, je ne sais pas, à part en Chine, personne n'en a autant, peut-être en Corée. Et bien entendu, on va séquencer les génomes de tout ça pour essayer de corréler la sévérité, la sensibilité au traitement et l'évolution. D'accord ? Donc, merci là aussi à toute l'équipe d'isolement de virus extraordinaire. Ça, c'est fait avec notre nouveau joujou de microscopie électronique, sur lequel on commence à être susceptible de détecter les choses dès l'entrée sur les frottis obtenus chez les malades directement. Donc ça avance aussi. Diapositive suivante. Et puis bien entendu, ça permet à Bernard, d'une part, d'évaluer les stratégies thérapeutiques, l'hydroxychloroquine, on va avoir d'autres stratégies thérapeutiques. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas trop... Alors j'espère, je vais passer ça en vidéo, et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les 2 jours, la nuit, de tous les maux, parce qu'en me menaçant de tous les maux, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est, ça ne m'émeut pas tellement. Et puis, on a, quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook, où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news, c'était quelqu'un du Monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'avaient publié les Chinois n'était pas vrai, et ça même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi je dis, quand même. Hein. Donc ce qui est assez intéressant, ça m'était arrivé, c'est une expérience intéressante d'ailleurs. Du coup, je pense que ça a donné une publicité considérable, et ce truc a été vu par 450 000 personnes. Donc j'espère qu'ils vont encore dire des horreurs, parce que ça mobilise les gens, et ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière. On verra. Ça, c'est simplement les données qui vous permettent, pour ceux que ça intéresse, de regarder. Vous voyez, c'est, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait qu'il y a chloroquine et hydroxychloroquine ? Plutôt l'hydroxychloroquine, c'est ce qu'ils avaient fait là-dedans, si vous voulez, ce qu'ils ont évalué sur le plan pharmacocinétique. Il se trouve, comme vous le voyez, pour le dernier, c'est que nous, on dose ça de manière régulière avec Éric Chabrière et avec Nicolas Armstrong. Là aussi, ils ont fait un effort particulier pour qu'on puisse avoir le dosage de tous les malades qu'on a inclus. Et moi, j'utilise ça depuis 25 ans. J'ai dû traiter à peu près 4000 personnes avec de l'hydroxychloroquine, puisqu'on a inventé ici le traitement de l'infection bactérienne par l'hydroxychloroquine. Donc c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien à la posologie, qu'on utilise dans ce travail qui est 600 mg par jour. Et les autres données, vous voyez, nous on a alerté les gens sur cette association, et puis vous voyez que il y a eu des publications préliminaires des Chinois sur l'efficacité de la chloroquine à des doses plus importantes et probablement moins faciles à maîtriser que ce qu'on utilise nous, qui est 500 mg 2 fois, parce que nous on utilise 600 mg dans la journée d'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil. Et vous voyez que les Chinois avaient publié assez tôt dans Cell Research, c'est pas des journaux, c'est pas les bandes dessinées, hein, c'est des grands journaux, hein, l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus. Donc après, vous savez, il ne faut pas trop vous préoccuper de savoir si sur des plateaux de télévision, il y a les uns qui disent l'autre, les journalistes, ils pensent que on est scientifique comme on est footballeur. Et moi, je ne suis pas spécialiste de football, hein, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. Hein, donc d'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés pareil. Mais les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le même prix, c'est probablement qu'il y a une différence de qualité entre les footballeurs, quand même. Hein. Donc si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Pogba, je pense que vous vous trompez. Voilà. Mais ça j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Donc il faut apprendre ça. Et puis d'autre part, ces plateaux de télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, c'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Où on a le savoir, où tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir, c'est pas sérieux. Voilà. Donc il faut revenir à un peu de sérieux, et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir et eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, la diapositive suivante. Donc on va venir à des choses qui sont intéressantes. Alors, celle de... Revenez, pardon. Vous voyez le titre du papier qu'on va envoyer, qui sera disponible sur un site online de préprint, d'une part, et d'autre part, qu'on va envoyer un journal, ça s'appelle Hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19, résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert.
c'est un essai pour lequel on a eu, bien sûr, un avis du comité de protection des personnes, le CPP, un avis de la NSM qui surveille la validité des médicaments qu'on prescrit, sur lequel on a dit on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet. Et le premier point que l'on regarde, bien entendu, c'est la charge virale. Vous avez vu, dans le dernier papier, ils disent la charge virale moyenne, c'est 20 jours. D'accord ? Donc on revient, diapositive suivante. Voilà ce qu'on a fait, vous regardez en haut. Alors il se trouve que nous, on avait décidé d'inclure tous les gens qui étaient d'accord, donc la plupart ont été d'accord, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été d'accord, mais on a eu de la chance parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole, celle de Nice et celle d'Avignon, qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement. Donc on a pu comparer la négativation du portage viral, d'accord, chez ces patients. Et vous voyez en haut, c'est la négativation du portage viral chez les... le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil, et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. C'est-à-dire que vous êtes passé de 80 à 25%. Une des choses qui nous a surpris, mais à moitié seulement, c'est que vous voyez en bas, on conseille, nous et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires, parce qu'elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine, qui est un traitement de référence sur lequel il a été démontré dans un journal qui s'appelle le JAMA, que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales en général. Et une autre raison, c'est que l'azithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Ça a une efficacité contre les virus, et que donc, tant qu'à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus. Et vous voyez, on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat, et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de LDRA, qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvé. D'accord ? Donc nous, je vois que vous êtes nombreux, vous ne soyez pas trop inquiets, vous avez le droit d'être testé ici. Si vous êtes testé, vous avez le droit d'être traité ici. Et nous, c'est ce qu'on fera. Et donc je pense que d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que je pense que, y compris les gens, il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire, qu'ils commencent à tousser, à avoir de la fièvre, qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire, ou s'ils se font tester et être traités? C'est une vraie question. Donc j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de, vous savez, les maladies infectieuses, on fait le diagnostic et le traitement, et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et on limite la mortalité. Voilà, merci à tous.